Bienvenue pour un nouveau cours de bio. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la cellule. Différents types cellulaires seront présentés, mais nous décrirons surtout la cellule eucaryote animale. Une cellule est une unité biologique, structurelle et fonctionnelle, capable de se reproduire de manière autonome. C'est la brique élémentaire du vivant, l'élément de base pour construire les organismes, des plus simples aux plus complexes. La découverte de cette entité a été permise par l'essor des techniques de microscopie, en particulier par l'invention du premier véritable microscope, par l'anglais Hooke au XVIIe siècle. Le terme cellule vient justement de leur observation. Kellula signifie en effet chambre de moine, et les premières cellules observées avaient l'aspect de ces petites pièces occupées par les moines dans les monastères. Certains organismes, comme les bactéries ou les levures, sont des unicellulaires, c'est-à-dire qu'ils sont constitués d'une seule cellule. D'autres, au contraire, sont les pluricellulaires. Ils sont formés par un assemblage de cellules. C'est le cas de l'homme, qui comporte entre 10 et 100 000 milliards de cellules, réparties en environ 200 catégories. Pour remettre les choses en perspective, dans le corps humain, les cellules de même type s'associent en tissus. Différents tissus forment un organe. Plusieurs organes concourant à la même fonction biologique constituent un appareil ou un système, et l'ensemble des appareils et des systèmes composent l'organisme. Les cellules humaines sont des cellules eucaryotes, à opposer aux cellules prokaryotes. Les premières sont dites compartimentées. Comme nous allons le voir juste après, elles contiennent de nombreuses structures internes, dont une qui renferme l'information génétique, le noyau. Eucaryote signifie justement vrai noyau. Les cellules eucaryotes peuvent constituer des organismes pluricellulaires comme les végétaux et les animaux, ou des organismes unicellulaires comme les levures. Les cellules prokaryotes, littéralement avant le noyau, sont apparues les premières. Leur organisation est beaucoup plus simple que celle des cellules eucaryotes, puisqu'à l'intérieur, tout est mélangé, en particulier le matériel génétique. Une cellule prokaryote constitue à elle seule un organisme, donc un être unicellulaire, de la grande famille des bactéries ou des archées. Nous allons à présent décrire le contenu d'une cellule eucaryote animale, comme celle qui constitue le corps humain. Pour définir une unité structurale, il faut d'abord une limite, une frontière. Une cellule est ainsi délimitée par la membrane plasmique, qui permet des échanges sélectifs avec le milieu extracellulaire. L'espace défini par la membrane plasmique, le cytoplasme, contient lui-même de nombreux éléments, dont certains sont eux-mêmes délimités par une ou plusieurs membranes, qu'on appelle les ultrastructures cellulaires, ou encore les organites. C'est la compartimentation des cellules eucaryotes que nous avons déjà mentionnée. Le noyau est observable en microscopie optique, mais les autres ultrastructures cellulaires, plus petites, ne sont visibles qu'en microscopie électronique. Le noyau contient l'information génétique de la cellule, et il est limité par une double membrane, l'enveloppe nucléaire, qui est percée de nombreux pores nucléaires permettant le passage des molécules entre le cytoplasme et le noyau. En continuité avec l'enveloppe nucléaire, un ensemble de cavités aplaties forme le réticulum endoplasmique rugueux ou granuleux, qu'on abrège en RER ou REG. Cet organite est impliqué dans la synthèse des protéines. Des ribosomes, qui sont les usines de synthèse des protéines, sont associés à la membrane du REG, d'où son aspect rugueux. On note que d'autres ribosomes sont libres dans le cytoplasme. L'appareil de Golgi est un autre organite impliqué dans la synthèse des protéines. Il est constitué de saccules aplatis, courbés et superposés. Le réticulum endoplasmique lisse, REL, est organisé comme le REG, mais sans les ribosomes. Et il est, lui, impliqué dans la synthèse des lipides. Les mitochondries sont les principales productrices d'énergie de la cellule. De forme ovale, elles sont délimitées par deux membranes, une membrane externe et une membrane interne qui forment de nombreux replis à l'intérieur de l'organite.
Les lysosomes sont des vésicules sphériques délimitées par une seule membrane. Ils contiennent des enzymes de dégradation et prennent en charge les déchets de la cellule. Le centrosome est une structure sans membrane qui intervient au cours de la division cellulaire. Enfin, l'intérieur de la cellule est structuré par un réseau dense de protéines qui forment le cytosquelette. La forme des cellules dépend de leur cytosquelette. La cellule que nous venons de décrire est en quelque sorte la cellule standard. Mais comme nous l'avons dit en introduction, notre corps est constitué d'environ 200 types cellulaires différents qui se distinguent par leur forme et leur contenu. Lorsqu'une cellule évolue et s'éloigne de cette organisation standard, on parle de différenciation cellulaire. Donnons donc quelques exemples de cellules différenciées. On peut tout d'abord évoquer les cellules endocrines, sécrétrices d'hormones, qui sont des molécules de nature protéique. Dans ces cellules, les organites impliqués dans la synthèse protéique, comme le REG et l'appareil de Golgi, sont donc particulièrement développés. Mentionnons également la cellule musculaire striée squelettique, dont le fonctionnement nécessite beaucoup d'énergie et qui contient justement de nombreuses mitochondries. Les adipocytes, cellules constituant nos réserves lipidiques, sont constituées en majorité par une vésicule contenant les lipides. Leur cytoplasme est donc extrêmement réduit. Dernier exemple, les globules rouges, qui circulent facilement au sein de nos fins capillaires après avoir perdu leur noyau lors de leur maturation. Tous ces exemples de cellules différenciées illustrent ainsi la relation fondamentale en biologie entre la structure et la fonction. En conclusion, une cellule peut donc être un organisme à elle seule, comme dans le cas des unicellulaires, ou, chez les pluricellulaires, être associée à d'autres cellules au sein d'un tissu. Dans ce cas, les cellules doivent fonctionner de manière coordonnée, ce qui nécessite une communication entre elles, assurée, par exemple, par la sécrétion de molécules informatives. Le maintien de l'intégrité de l'organisme nécessite un renouvellement permanent des cellules qui le constituent. J'ai déjà abordé ce point dans ma vidéo sur le cycle cellulaire. Terminons par mentionner la mort cellulaire, qui peut faire suite à une agression extérieure, comme une lésion ou une infection, mais qui peut aussi être déclenchée par la cellule elle-même. Ce processus d'autodestruction se nomme l'apoptose, et il est fondamental pour le bon fonctionnement de l'organisme. Un dysfonctionnement de l'apoptose peut par exemple conduire à l'apparition d'un cancer. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de commenter et de vous abonner. À bientôt pour un nouveau cours de bio.